Je crois que dès qu'il y a des moanismes, il y a des groupes qui croient. Il y a un groupe qui est pour et un groupe qui est contre, une population qui y croit, une population qui déteste cette école. Et c'est la guerre. Et par conséquent, c'est la guerre, et par conséquent, il n'y a pas d'invention. Je crois que... Bon, parce que quand il y a la guerre, il n'y a pas d'invention. Non, il n'y a pas d'invention. Ça, je tiens beaucoup à cette idée. L'idée suivante, c'est que lorsqu'on a une opinion, ou lorsqu'on a une croyance, contrairement à ce qu'on croit, l'opinion et la croyance ne sont pas libres, au sens qu'on peut aller dans n'importe quelle direction dans une surface. On n'a pas de degré de liberté. La croyance et l'opinion sont des choses stables, des choses serrées sur soi et complètement immobiles. Par les habitudes, par la manière de penser du groupe, et ainsi de suite. L'opinion est stable, la croyance est immobile, et au contraire, la science est complètement libre. Contrairement à ce qu'on pense, c'est la croyance qui est immobile, et la science qui est mobile ou volubile. C'est la croyance et l'opinion qui sont arrêtées, tandis que la science peut évoluer de façon complètement labile. J'ai envie de dire presque qu'en science, on peut penser n'importe quoi, tandis que dans les opinions, qu'elles soient politiques ou les croyances, ou même philosophiques, on a parlé tout à l'heure du réalisme et de l'idéalisme, je crois qu'on ne peut plus inventer parce qu'on est bloqué par ce que au XVIIe siècle on appelait l'opiniâtreté. Avoir une opinion, c'est être opiniâtre. Être scientifique, c'est se livrer à la totale liberté de penser. Je ne travaillais plus du tout sur le VIH. J'ai travaillé au tout début du VIH, 83-84. Et puis quand je suis revenu postdoc, j'ai cessé de travailler dessus. D'abord parce qu'il y avait trop de monde qui travaillait dessus, il y avait trop d'émotions, il y avait une demande qui était trop compassionnelle pour ce que moi je suis très... moi j'ai fait maladie infectieuse parce qu'on était sur le groupe. On voulait trouver des diagnostics et guérisser. Donc la différence des cancérologues qui ont l'habitude de voir d'échouer dans un certain nombre de cas, mais on échouait très très rarement. Donc c'est probablement pour ma personnalité insupportable d'accompagner simplement des gens qui mouraient, et donc c'était plus un choix de compassionnel que d'hyperactif que j'étais et que je suis resté. Donc j'ai abandonné ce champ. En plus, il y avait trop de monde, et moi j'aime bien être dans les endroits dans lesquels personne ne me regarde, parce que je trouve qu'il y a plus de choses, plus de chances que je trouve dans les endroits où personne ne regarde que là où tout le monde regarde à la fois. C'est très difficile de trouver là où tout le monde regarde. Et donc, pendant des années, je n'ai pas travaillé sur VIH, et puis il y a mon ami Delfrécy que j'aime beaucoup. Quand on a eu l'IHU, je me disais, écoute, c'est super, tu as eu l'IHU, tu vas avoir un plus gros financement pour la maladie infectieuse, mais enfin c'est un peu gros quand même, que tu ne travailles pas du tout sur VIH. Je suis d'accord, je vais faire quelque chose, mais à ma manière à moi, d'accord. Je ne vais pas faire comme tout le monde, je ne vais pas faire des cohortes, je ne vais pas rentrer dans là, je ne vais pas faire ça. Je vais faire ma manière à moi. Ma manière à moi, c'est que, je pense différemment, et deuxièmement, je vais faire ça avec les microbes, donc c'est pour ça qu'on fait le microdome, le liage, c'est pour ça qu'on approche les choses comme ça. Alors, comme je suis, moi, fondamentalement, ce qui m'intéresse, c'est l'évolution, le côté de la médecine, ce qui m'excite intellectuellement, c'est l'évolution. Donc, dans l'évolution, en réalité, et je suis un anti-darwinien radical, donc je pense que le darwinisme, c'est une énorme connerie, parce qu'on est une mosaïque permanente, et que donc, on a intégré, au cours de l'histoire du vivant, des dizaines de milliers de rétrovirus dans nos génomes, et que, en réalité, la base de la résistance des populations, c'est ce que moi j'appelle le cannibalisme, c'est-à-dire que c'est le principe des CRISPR, c'est-à-dire qu'on intègre les séquences de l'ennemi pour pouvoir les reconnaître et les empêcher de se multiplier. Par conséquent, l'homme qui invente doit vivre le moins possible dans l'air du temps, s'il veut inventer, s'il veut découvrir. Contrairement à ce qu'on croit, il y a une morale de l'invention, il y a une vie du scientifique qui désire consacrer sa vie à inventer. Une morale au sens style de vivre, au sens façon de vivre. Une façon de vivre. On peut la dire de façon tout à fait simple. L'homme qui se consacre à ce genre d'activité, il doit manger avec cette activité, coucher avec cette activité, boire avec cette activité. Ne faire que ça. Ne faire que ça. On demandait à Newton, comment avez-vous découvert la gravitation universelle? Réponse, en y pensant toujours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'entre le drap du dessus et le drap du dessous, entre le plafond et le plancher, entre les murs, entre la poire et le fromage, il y pensait toujours. Je pense que la vie scientifique, et c'est son bonheur, est une vie complètement dévouée. Oh, je sais pas, c'est complexe. Si vous voulez, il y a une d'abord
Je trouve que dans cette situation, mais comme dans la plupart des situations de crise, et comme en général, si vous voulez, les réactions, l'enchaînement des réactions politiques et médiatiques est trop rapide pour pouvoir avoir une analyse intelligente et sereine des choses. Bon, c'est le monde tel qu'il est. Hein. Les gens ont l'impression d'être pris en retard, d'être en retard s'ils n'ont pas pris une décision sous le coup de l'émotion. Donc moi qui suis pas très émotif, ça me touche pas, ça m'est égal. C'est égal. Dans quel genre d'époque sommes-nous? Je crois que dans une période qui ne favorise pas l'invention. Parce que précisément, non seulement dans les matières politiques, mais à l'intérieur même de la science, la lutte entre les groupes est très très sévère. Il est très difficile de s'en abstraire. C'est un héros qui peut s'abstraire de ça. Question d'un peu... De quoi le débat actuel sur la chloroquine, de quoi est-il véritablement le débat? Il n'est pas si sûr que le fond du débat soit de fait une question médicale. Il me semble que le fond de ce débat est bien plutôt une question politique. Une question politique qui doit traiter un problème fondamental de l'ordre libéral. Il y a dans ce débat et dans la façon dont il se pose, dans cette volonté du gouvernement, à travers son ministre Olivier Véran, de ne pas suivre aveuglément les recommandations du professeur Raoult, il y a une question fondamentale qui se pose. Est-ce à l'État de décider des médicaments à prescrire? Est-ce à l'État de pousser son pouvoir jusque-là, c'est-à-dire jusqu'au chevet du malade? Il y a là une question absolument essentielle. Parce qu'il se pourrait que ce débat vienne remettre en question le dogme même de la pensée libérale dans laquelle nous vivons, sous la dictature de laquelle nous vivons, que ce soit en France ou dans cette Europe que nous avons construite. Pourquoi? Eh bien parce que le fondement de l'ordre libéral, c'est que l'homme est un loup pour l'homme. Cette phrase, ça a été repris d'Antiquité par Thomas Hobbes, qui considérait que les hommes étaient tellement méchants qu'il fallait qu'au contraire, il fallait les protéger, et donc il fallait un État pour les protéger. Moi, je pense que c'est exactement l'inverse. On est le seul singe, le seul primate qui chassait en groupe, en coopération comme les loups, qui avaient exactement la même niche écologique. Et donc, on a occupé un nouveau créneau qui était la savane, on est sorti de la forêt. C'est pas moi qui ai inventé ces théories. Hein. Et donc, on a colonisé la savane, on s'est trouvé en face de nourriture abondante, c'est-à-dire les gros herbivores, mais en face aussi de carnivores dangereux. Donc, on ne pouvait pas se débrouiller tout seul. On a été obligé de se réunir, et c'est pour ça qu'on est éminemment sociaux. Et je pense, contrairement à ce qui est dit partout, même par la science, c'est que le plus proche des animaux, c'est pas le chimpanzé ou le bonobo, comme on raconte, sur le plan génétique évidemment, c'est vrai, mais sur le plan social et sur le plan entraide, on est plus proche du loup ou du chien. C'est pour ça qu'on entend si bien avec un chien et pas avec un chimpanzé. La deuxième chose qui caractérise notre temps, c'est la chose suivante. Je suis assez vieux pour avoir assisté dans ma vie à la mort de ma tante. Elle est morte dans les années 47-48. Et elle est morte d'une méningite, et elle est morte en 8 jours. C'est une maladie qui ne pardonnait pas. Et 2 ou 3 ans après, je rencontre le médecin traitant de la famille qui me dit « Vous n'avez pas eu de chance, mon cher Michel, parce que si votre tante était tombée malade aujourd'hui, eh bien, 3 jours de pénicilline et 8 jours de fièvre, et il n'y paraîtrait plus. » Par conséquent, à partir des années 50-55, la médecine a connu une transformation unique dans son histoire. Vous vous rappelez du vieil aphorisme de Ambroise Paré, « Je le soignais, Dieu le guérit », vous vous rappelez peut-être de cette affaire-là. Eh bien, les médecins aujourd'hui disent « Je l'ai soigné et je l'ai guéri ». C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des guérisons, il n'y en avait pas autrefois. Et du coup, si vous voulez, je pense vraiment que le héros de notre temps, c'est le médecin. Je fais l'éloge du médecin
en tant que, si vous voulez, qu'il a aujourd'hui un rôle dans la société qu'il n'a jamais eu dans l'histoire. J'ai toujours pensé que ce soit les grands scientifiques ou les grands penseurs représentent une étape dans l'histoire de la pensée humaine, mais qu'il ne faut pas les transformer en idoles. Je n'aime pas l'idolâtrerie. Et j'avais été frappé par le degré d'idolâtrerie, là aussi très anglo-américain, qui frappait Darwin. Darwin était, ça y est, c'était la science contre l'obscurantisme, ce qui pose effectivement un problème aux États-Unis, puisque aux États-Unis, il y a à peu près la moitié de la population qui pense vraiment que les choses se sont passées comme c'est écrit dans la Bible en 7 jours. Ouais, et donc ça, il y a quelque chose qui n'existe pas dans nos sociétés. Dans nos sociétés, la plupart des gens ne pensent pas ça. Mais c'est très intéressant quand vous regardez Darwin et quand vous acceptez de le regarder avec un œil critique, ce qui est très important. Moi, c'est ma génération. Vous avez ce qu'on appelle la French Theory, c'est-à-dire de remettre en cause les choses les mieux établies, parce que c'est là qu'il y a le plus à trouver. Et donc, j'ai regardé ça de manière très intéressante. Et quand j'ai reçu, à un moment, parce que l'INSERM aussi, il y a des hauts et des bas, à un moment, c'est très populaire, donc ils m'ont donné les grands prix de l'INSERM. Ouais. Donc, j'ai fait un discours à ce moment-là, je leur ai dit, écoutez, vous allez être surpris, parce que toute l'hypothèse de Darwin, son organisation sociale est une organisation qui est post-biblique. En réalité, les gens pensent que c'est anti-biblique, mais pas du tout, c'est notre civilisation. L'arbre de la vie, c'est un terme de la Bible. Ouais. L'idée qu'on évolue au bout de branches, c'est un terme de la Bible. Et quand vous allez avoir la science qui est faite par les bouddhistes ou par les hindouistes, qui ont une vision cyclique du monde, vous ne pourrez pas avoir les modèles évolutifs, qui sont des modèles cycliques, évolutifs, et qui intègrent des éléments différents. Et on voit que nous, le darwinisme nous a amené à raconter, amené les paléontologues à raconter des bêtises pendant des années entre Homo sapiens et Néandertal, en disant que Sapiens avait tué Néandertal parce qu'il était plus malin, jusqu'au moment où on s'est rendu compte que génétiquement, on était un mélange de Néandertal et de Cro-Magnon, et probablement d'autres qu'on n'a pas encore identifiés. Et donc ça, c'était tellement radicalement anti-darwinien. Vous voyez, l'idée darwinienne, qui sous-tendait d'ailleurs une idée raciste, qui était que si l'Angleterre dominait le reste du monde, c'est parce qu'elle avait été sélectionnée parce qu'elle était plus compétente. C'était une vision du 19e siècle. Ce qui était intéressant, ça a brisé une barrière, comme les héros hégéliens le font, mais c'était pas plus que ça. Expliquons ça rapidement. L'homme est un loup pour l'homme, ça veut dire que finalement, les hommes n'hésitent pas du tout à se faire violence les uns aux autres quand ils sont mus en réalité, et livrés à eux-mêmes d'abord, et mus par leur intérêt. Leur intérêt qui est soit de rester vivant, on le voit bien par exemple lorsque des vols de masques se sont commis, ou ont été commis dans les hôpitaux, dans les pharmacies, le vol de gel hydroalcoolique également. On voit bien que quand il y a un risque et un danger devant la vie et la mort, on a un peu l'impression que c'est chacun pour soi. Premièrement. Et deuxièmement, lorsque les hommes sont mus par leur intérêt, eh bien c'est vrai qu'ils ne font rarement qu'attention aux autres, ou plus exactement, ils n'hésitent pas à les piétiner, et c'est vrai que l'idée qu'il faille être un requin pour s'en sortir, et que si on ne mange pas les autres, c'est qu'on sera soi-même mangé, cette espèce d'idée très darwinienne sur la lutte pour l'existence, chère à la théorie de l'évolution de Darwin, eh bien c'est globalement retrouvé dans la pensée libérale. Alors, en d'autres termes, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que si l'homme est un loup pour l'homme, seul l'État peut garantir la paix et neutraliser la violence qui ne peut manquer de surgir entre les êtres humains. Voilà pourquoi il faut que l'État légifère, et partout en réalité où il n'y a pas de loi, c'est-à-dire partout où les hommes sont laissés à leur état naturel et à leurs relations naturelles, alors la violence surgit. C'est ça le fondement de l'ordre libéral. Voilà pourquoi l'État légifère sur tout, et voilà pourquoi nous croulons sous les lois. Ce qui montre que, d'une certaine façon, l'homme est assez inventif dans sa violence. Il est assez créatif comme animal violent. Essayer de trouver un équilibre entre quoi ? Entre la science et le droit, je l'ai dit, mais entre la raison scientifique, qui est dynamique, qui a un projet, et la raison juridique qui est équilibrée, qui est une sorte de prudence, de sagesse. Si vous ce qui m'a frappé dans votre livre, c'est que vous parlez de la Terre en philosophe, vous parlez en juriste, oui. Mais vous parlez d'elle parfois presque, presque en chrétien, comme si c'était votre prochain. Ah oui, en effet. Alors il faut avancer. J'ai parlé de morale, puis j'ai parlé de politique, et ensuite j'ai parlé de droit, et puis ensuite des rapports entre la science et le droit. Et à un moment, en effet, je parle de religion. Vous avez remarqué, je parle de religion. Et
ce que j'ai observé d'ailleurs dans les 3 livres que j'ai lus, c'est que à certains moments, la Terre chez eux, chez vous, aussi bien les scientifiques que les journalistes ou les professeurs de botanique, est appelée par son nom propre. Oui. Vous l'appelez souvent Gaïa, comme si elle était personnalisée, comme si vous aviez rapport à quelqu'un. Et ça a un nom en philosophie, ça s'appelle le panthéisme. C'est-à-dire lorsque on considère la Terre non pas comme un objet, mais comme une personne, comme on l'appelle Gaïa, et voilà, et le mot de religion est à ce moment-là lancé. Et un des bénéfices de mon livre, je crois, c'est de n'avoir pas fait de religion, mais d'avoir interrogé le mot de religion. Vous aimez les mots puisque vous faites des dictées, et le mot religion est un mot intéressant avant même qu'on regarde le contenu qu'on peut donner par croyance ou non-croyance à la religion. Ce mot est composé d'un préfixe, re, et d'une racine, qui veut dire lier, qui veut dire relier, des choses comme ça. Et si on enlève le préfixe, et si on veut nier la religion, en général, quand on dit on nie la religion, on s'appelle athée ou mécréant, etc. Mais non, regardez le mot. Et en regardant le mot, devant le préfixe, on va mettre nier, c'est-à-dire négation. Et ça donne le beau mot français de négligence. Et tout mon livre médite un peu sur la notion de négligence. Savoir que l'inverse de la religion, c'est pas l'athéisme, ou c'est pas être mécréant, mais c'est être négligent. Je crois que nous sommes négligents. Et c'est le mot de négligence qui m'a beaucoup frappé. Donc vous avez un problème, c'est que moi j'entends souvent ça, dire la communauté scientifique, il n'y a pas plus de communauté scientifique que de communauté de footballeurs. C'est idiot cette histoire de communauté des journalistes. Il y a beaucoup de gens qui n'ont rien en commun, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Et donc tout ça part d'une espèce, dans certains cas, au mieux d'une grande naïveté, mais vous les scientifiques vous dites ça, et puis eux ils disent ça, et puis dans certains autres cas c'est de la mauvaise foi, c'est-à-dire on réunit des gens et on dit écoutez, ça c'est mon comité scientifique et c'est eux qui doivent parler, mais je vais vous donner un exemple. Oui. Parce que celui-là me frappe beaucoup. Vous voyez bien, il y a un président de la Haute Autorité de Santé qui s'exprime maintenant, et puis vous avez un directeur de l'Agence nationale de la sécurité des médicaments qui s'exprime maintenant. Très bien. Oui. Et puis vous avez juste leurs prédécesseurs qui écrivent ensemble un papier pour dire exactement l'inverse de ce qu'ils disent. Mmh. Donc ça doit vous amener à réfléchir sur le fait que c'est pas de la science, ça. Donc c'est des opinions qui sont prises. Vous avez le droit de choisir votre camp pour dire écoutez, moi je crois plutôt ce qui était avant. Moi je connais très très bien Dominique Marinaki, qui est une merveille. Qui est le prédécesseur de... C'est le prédécesseur, oui. Qui a dirigé l'INCa, qui est un type qui est tout à fait exceptionnel, qui a fait des choses exceptionnelles de sa vie comme médecin. Et donc il y a une approche vraiment médicale, qui est un grand médecin, qui est un très très grand cancérologue, qui ici a fait les premières greffes de moelle. Enfin, c'était un grand bonhomme que vous connaissez très bien. Et donc j'ai une immense confiance en lui. Vous savez que c'est lui qui a dépioté toute l'histoire du Mediator. J'ai une immense confiance en lui. C'est intéressant de regarder ce qu'il dit, que vous l'interviewez. Donc c'est intéressant. Donc il n'y a pas d'un côté, si vous voulez, il n'y a pas d'un côté, si vous voulez, la science qui dit, il y a un des vrais problèmes, c'est que les moyens actuels de communication font qu'il n'y a plus le monopole de celui qui a le droit de dire. Et ça, c'est un problème qui agite beaucoup et qui... Mais c'est une bonne chose, ça, professeur Raoult, qu'il n'y ait pas de monopole. C'est ni bon ni mauvais, c'est une autre évolution. Et cette révolution, elle se fait pas sans secouer les choses. C'est la vie qui est comme ça. Mais vous savez, moi j'ai vu les radios libres en 81, et puis la libération de la télévision quelques années près. Et maintenant, vous avez un truc qui sont les blogs, les vidéos, et qui font plus d'audience que le monde quand même. Donc ça fait quelque chose qui bouleverse les mœurs quand même. Et donc, mais ça vous satisfait ou pas, ça, vous, personnellement? Vous trouvez pas que Moi, j'aime la contradiction. Je pense que la contradiction est intrinsèque aux sociétés humaines. Et donc, je pense que c'est bien, j'ai horreur du monopole. Et j'aime les contradictions. Mais il y a des gens qui n'ont pas, bien sûr, je comprends que les gens puissent être perturbés par le fait qu'il n'y ait pas d'homogénéité dans la pensée. Vous voyez, et donc moi je suis contre les pensées homogènes parce que je crois qu'elles sont fausses. Donc je ne crois qu'à la contradiction, et je crois qu'on ne progresse que par la contradiction, en acceptant la contradiction. Et donc je suis content qu'il y ait effectivement des sources différentes d'informations. Et donc je pense que c'est très utile, très utile. Condition d'un peu de dénouement de ça, d'un peu de relâchement de ce tissu trop serré. Le moins d'organisation possible. Ah, c'est tout à fait le contraire de tout ce qui est dit. Oui. C'est-à-dire, moins c'est organisé, moins c'est administré, plus ça invente. En fait, la science, ça coûterait pas cher si elle était inventive.
Mais elle dit toujours qu'elle manque d'argent. Oui, mais elle s'organise beaucoup, elle s'administre énormément, et c'est très cher. En fait, je crois que si on ne finançait que l'invention, ça serait assez bon marché, je crois. La liberté est toujours très bon marché. Et du coup, on comprend mieux le débat entre le gouvernement et le professeur Raoult. Pourquoi? Eh bien parce que le ministre Véran ne peut pas purement et simplement reconnaître le bien fondé de la position médicale du professeur Raoult. Il ne peut pas reconnaître cela. Pourquoi? Parce que ce serait reconnaître et invalider radicalement le dogme de la pensée libérale dont il est ultimement l'un des serviteurs les plus éminents. Pourquoi? Eh bien parce que cela l'obligerait à reconnaître qu'en réalité, le médecin, en l'occurrence ici illustré par le professeur Raoult, le médecin n'est pas un loup pour l'homme. Ah, voilà qui invaliderait radicalement la pensée libérale. Parce que cela voudrait dire qu'en réalité, le gouvernement n'a pas du tout à intervenir ni à légiférer sur les prescriptions médicales d'un médecin. Il doit absolument laisser ce médecin libre de prescrire. Mais pour le laisser libre de prescrire, sans qu'il intervienne, il faudrait qu'il reconnaisse d'abord que ce médecin veut du bien à son patient. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il reconnaisse d'abord que son médecin est lui-même fidèle à son serment d'Hippocrate et qu'il n'est en rien un loup pour son patient et que dans les hôpitaux, on ne dévore pas les patients et les malades. Voilà ce qui invaliderait radicalement l'ordre libéral et ce qui ferait s'effondrer l'ordre libéral dans lequel nous vivons. Voilà pourquoi le ministre Véran ne peut pas purement et simplement accepter les prescriptions du professeur Raoult et doit soumettre tout cela au contrôle de l'État. En d'autres termes, il confond le professeur Raoult avec un laboratoire pharmaceutique parce que, évidemment, que l'État fasse des analyses et soumette à l'Agence nationale du médicament les inventions des laboratoires pharmaceutiques qui sont plus ou moins mus ou mis en mouvement par leurs intérêts financiers, en tous les cas autant que par des intérêts de santé publique, et qu'à partir de ce moment-là, oui, l'État doit contrôler pour voir, et le dernier scandale du Mediator des laboratoires Servier montre que de fait, si l'État intervenait pour contrôler la production des laboratoires pharmaceutiques, ce serait assez juste. Mais en même temps, un laboratoire pharmaceutique, c'est pas un médecin. Et on ne peut pas considérer et juger les médecins comme on juge un laboratoire pharmaceutique. On ne peut pas avoir envers un médecin les mêmes soupçons qu'envers un laboratoire pharmaceutique, parce que le médecin a prêté serment d'Hippocrate, et que ce serment-là l'impose et lui impose d'avoir envers les hommes une bienveillance, et envers tous les hommes, y compris envers les criminels, y compris envers les ennemis. Il doit soigner l'homme en tant que tel, voilà son serment. Et qu'à partir de ce moment-là, le corps médical vient signer, en réalité, vient invalider radicalement le dogme de la pensée libérale. C'est pourquoi il n'est pas complètement sans importance, ni sans intérêt, que la crise que nous traversons soit une crise sanitaire. Finalement, une crise économique vient conforter l'ordre libéral dans son principe. Parce que dans une crise économique, on voit bien que l'homme est un loup pour l'homme. En d'autres termes, là où l'argent règne, l'homme est un loup pour l'homme, et l'homme devient un loup pour l'homme. C'est pourquoi les crises économiques, finalement, confortent la pensée libérale dans ses principes. Mais une crise sanitaire qui met le médecin en avant-scène, à l'avant-scène, qui donne le premier rôle au médecin et non pas à l'industriel, une crise sanitaire vient montrer à quel point la pensée libérale est construite sur du sable, elle est construite sur un principe complètement erroné. Il serait temps que nous nous en rendions compte tous, les uns et les autres. Aujourd'hui, les gens qui nous gouvernent, les gens qui ont la parole dans les médias, sont tous formés exclusivement aux sciences humaines, à la psychologie, à l'économie, à la sociologie électorale, etc. Aucun ne connaît les sciences dures. Et j'en suis témoin, je peux vous le dire. Aucun ne connaît. Or, si la société est transformée depuis 10, 20, 30, 40 ans, c'est à cause des sciences dures. C'est-à-dire, c'est les sciences dures qui transforment en profondeur la société, et ni les médias, ni les gouvernements ne le savent. Vous voyez ? Et votre problème, là, ça me paraît être celui-là. Vous voyez ? C'est-à-dire que l'exclusivité des sciences humaines
est en train de déchirer nos sociétés entre ceux qui ont la parole et vous qui ne l'avez pas, et vous qui transformez complètement la société. Vous voyez ? Et là, c'est encore une coupure énorme. Siècle, nous étions, selon les pays, entre 60 et 80% d'agriculteurs, et dans la littérature et dans la culture, un livre de Flaubert, c'est de l'agriculture, un livre de Maupassant, c'est encore de l'agriculture. Et maintenant, c'est terminé. C'est-à-dire, nous n'avons plus ce rapport-là au sol, nous sommes une autre humanité, et nous nous conduisons comme si les conditions de vie étaient les mêmes qu'au début du siècle. Ce n'est pas vrai. Il faut transformer complètement notre conduite. Et transformer la conduite, ce n'est pas un problème ni de poubelle, ni de science, c'est un problème d'éducation. Oui. Et je crois très profondément que dans notre civilisation, et le pire, et c'est ça le constat le plus difficile, c'est que l'éducation est justement le plus grand désastre des pays développés. C'est vrai. Bernard-Henri Lévy a une réflexion qui était une réflexion intelligente sur qu'est-ce que signifie cette crise dans ce monde, quelle est la disproportion que nous avons dans notre réaction par rapport à cette crise, par rapport à ce qui se passe dans le monde. La peur qui saisit les gens et qui est disproportionnée par rapport au risque, si vous voulez, réel. Donc je pense que nous avons une hyper-réactivité et donc il faut y réfléchir. Je pense que Bernard-Henri Lévy intègre cette donnée en essayant de montrer ça par comparaison. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Lâchez-le, lève-toi maintenant. C'est Gloupinet, lève-toi. Lève-toi, lève-toi vite. Lève-toi vite ou je t'écrase les bonnes tout à l'heure. Lève-toi vite ou je t'écrase les bonnes tout à l'heure. Tu te lèves maintenant. La répétition est... Oui, non, mais ce que je voulais montrer, c'est comment le personnage qui est coiffé comme Gonzague Saint-Brie, tout d'un coup se défait. La vraie nature de Bernadette, je veux dire, Bernard-Henri, le nouveau philosophe de mes deux, tout d'un coup, laisse-toi vite, je te casse la gueule, là. C'est bien qu'on voit ça, faut montrer ça, la vraie nature des cuistres. Alors c'est assez drôle parce qu'on voit très bien que vous renversez les valeurs. Par exemple, vous dites que vous êtes contre l'éléphant et pour la hyène, vous êtes contre l'abeille et pour le hérisson. Alors peut-être, c'est étonnant ça. C'est étonnant ça. Mais oui, c'est un livre à plusieurs, c'est un millefeuille d'une certaine manière, et on peut faire une lecture sur le terrain du bestiaire, sur le terrain des auteurs de l'Antiquité, sur le terrain du libertinage. Et si on prend la feuille, je dirais, du bestiaire, j'ai voulu m'amuser, et en même temps, j'ai pas envie de m'ennuyer en écrivant, et je me suis dit, on reprend les choses dès le début, c'est Platon, c'est Aristophane, c'est le mythe du banquet de Platon. Et quand Aristophane parle, alors j'avais lu des dizaines de fois ce texte, je me suis dit, je le reprends, allons-y, et je tombe sur un carlet. Je me suis dit, mais je n'avais jamais vu de Carlet dans ce texte-là, que je croyais pourtant bien connaître. Enfin, j'appelle un ami meilleur helléniste que moi, je lui dis ce mot-là, tu traduis comment? Il me dit, oui, c'est un Carlet. Et en fait, Platon raconte comment nous ressemblons à des Carlets si nous installons sur la logique du désir entendu comme manque. C'est-à-dire, si on dit le désir c'est du manque, eh bien, le Carlet va nous permettre de l'expliquer. Il faudrait rentrer dans tous les détails, mais je me suis dit, après tout, utilisons cette métaphore de l'animal, partons du Carlet, voyons ce qui pourrait faire une réponse à tout ça. Et voilà. C'est-à-dire que sur le désir, j'oppose le Carlet, le poisson masturbateur. Sur le plaisir, j'oppose l'éléphant et le pourceau, et puis sur les agencements, qui est la troisième partie. Il y a la hyène aussi. Il y a la hyène aussi, l'huître. La hyène qui a une mauvaise réputation. Et tout d'un coup, vous en faites un éloge. Ben oui. Parce qu'elle aime le plaisir, la hyène, il y a le plaisir, oui. Elle aime la jouissance, elle aime... Oui. Et c'est intéressant de voir comment tous les penseurs, les philosophes, les naturalistes de l'Antiquité, voire les fabulistes, disent des choses intéressantes. On parlait des animaux et on dit des choses qui marchent encore aujourd'hui, qui sont encore sur le terrain du symbole. Donc c'était des occasions, le livre n'est pas construit sur ça, mais ce sont des occasions de dire en amusant des choses sur le désir, sur le plaisir et les agencements. La conclusion, pour le roman autobiographique, ça c'est très important. Demander aux philosophes de raconter la façon dont ils vivent. Absolument. Observer les détails. Ne pas se contenter des idées qu'ils ont, qu'ils feignent d'avoir,
regardez comment ils les mettent en pratique ou pas dans la vie. Je vous ai lu là-dessus. C'est la conclusion. Il faut demander aux gens qui pensent, qui prétendent penser, qui font des discours partout, de morale ou de construction du monde, la façon dont ils vivent intimement. Il faut que les deux soient ensemble. Ou alors, ça va pas. Alors on voit bien ce contre quoi vous luttez, mais qu'est-ce qu'il apporte de bon le libertinage? Qu'est-ce qu'il apporte à la vie? Le fait qu'on pratique ce qu'on dit. Et puis la fin de la guerre entre les sexes. Je pense que... Ce serait ça la plus grande... oui, c'est ce à quoi j'aspire. Je n'aime pas la guerre. Je peux me défendre, je crois savoir le faire. Je n'aime pas beaucoup attaquer. Mais je trouve que les rapports sexuels, pas les rapports sexuels, mais les rapports sexuels sont des rapports installés sur le terrain de la guerre depuis trop longtemps. Il y a eu la détestation immémoriale, je dirais, des hommes pour les femmes. Il y a eu une période de féminisme agressif qui supposait la détestation des femmes pour les hommes. Et moi j'invite à un féminisme libertaire, c'est-à-dire une réconciliation, quelque chose qui nous permettrait de ne plus être en guerre avec l'autre sexe, quel que soit l'autre sexe, c'est-à-dire de la petite fille à la grand-mère, en passant à la sœur, la copine, l'amie, enfin qu'on ne soit pas dès la relation sexuelle dans une logique de guerre. Oui, mais non, mais vous avez même pas seulement ça, il me semble que vous faites aussi l'éloge d'un éros léger, comme vous dites, vous faites d'un bonheur, d'un amour épanoui, heureux, exactement comme Solers fait d'ailleurs, il est une morale du bonheur, qui est ce que fait Solers dans son livre. Vous aussi, vous prêchez pour ça. Absolument. Et c'est possible. C'est le dernier moment du Tétrapharmacon, chez Épicure, effectivement, le bonheur est possible. Il est réalisable. C'est énorme on de peut le dire ça construire. Aujourd'hui. Le bonheur est possible. Oui. Oui, il est possible. Moi, je le crois aussi. Oui, bon, ben, voilà. Mais le problème, c'est qu'à la fin du livre, après qu'on ait lu et qu'on soit vraiment convaincu que vraiment, oui, le bonheur est possible. Il y a quelques petites pages qui disent, alors évidemment, si vous avez contracté mariage, si vous avez engagé une foi éternelle, alors là, évidemment, vous ne pouvez pas faire tout ça. Ce qui fait que, finalement, on a été allégé, et puis finalement... Je dis que c'est plus facile quand on est, pour être libertin, d'être complètement libre, c'est-à-dire de ne jamais s'être engagé ou de s'être peu engagé. Quand on se marie et qu'on s'engage pour l'éternité, devant Dieu, devant l'État, devant les amis ou les témoins, ce qu'on fait théoriquement quand on se marie, on s'engage d'une certaine manière pour un long temps. Quand on s'engage avec des enfants, on en prend pour plus longtemps encore. On prend pour 25 ans. Je disais qu'à l'arrivée de votre livre, on se dit, il est un peu tard peut-être. Alors, il y a une possibilité. Que vous l'avez lu trop tard. J'ai bien pensé à vous en l'écrivant et en me disant, et pour ceux qui liront et qui se diraient, il est vraiment trop tard. Chez l'hiver, tout l'avenir devant vous, là. Ah ouais, c'est pour ça, oui. Et est-ce que Philippe, je sais pas, non, enfin pas, j'en sais pas. Non, je sais pas, pardonnez-moi. Vous débrouillerez tous les deux. Oui, mais alors, cette dernière phrase, parce que c'est pas pour rien que vous avez terminé, vous voulez jouir du pur plaisir d'exister. Qu'est-ce que ça veut dire? Et finalement, il n'y a quand même pas des limites à jouir de ce pur plaisir. Non, c'est une invitation à repenser la question du libertinage qu'on associe trop souvent à la question de la collection des femmes, enfin cigarettes, whisky et petite pépé, ça ce serait le libertin au sens un peu trivial du terme. J'essaie de redéfinir un libertinage en disant mais ça n'est pas ça, l'art de mettre la liberté au-dessus de tout, c'est d'abord une première définition, et ensuite ça ne suppose pas un rapport au luxe, au sens trivial du luxe. Ou alors, il faut un rapport luxueux au réel. C'est-à-dire être capable de sentir, de goûter, de regarder, c'est une présence élargie au monde. Et l'hédonisme, c'est pas du tout ce à quoi on essaie de me réduire la plupart du temps. Enfin, c'est une capacité à regarder un ciel qui se modifie, c'est l'écoute de l'inflexion d'une voix chez quelqu'un. C'est la perception. Pardon? Ça va goûter un vin? Accessoirement. Là aussi, vous allez en trouver dans les... Oui. Et le pur plaisir d'exister, c'est ça, c'est-à-dire savoir fabriquer une présence au monde qui nous permette de jouir de chaque instant. Nietzsche disait qu'il faut vivre chaque instant comme s'il devait se répéter sans cesse. Le libertin, c'est celui qui essaie dans chaque instant de faire de telle sorte que ça se répète sans cesse. Alors que ça puisse se répéter sans cesse. Je n'oublie pas que ça peut être difficile pour des gens modestes, pour des gens pauvres, pour des gens désargentés, et le libertinage peut fonctionner, je dis, dans une simplicité absolue. On peut être heureux simplement en regardant la qualité d'une lumière quand on se réveille le matin. Ça n'a pas grand-chose à voir avec les grands Bordeaux ou les grands cigares. Oui, enfin, pourquoi pas aussi. Mais ça n'exclut pas. Ça n'exclut pas, d'accord. Mais on ne peut pas réduire l'hédonisme à ça. Je fais dans un autre livre, dit d'ailleurs qu'entre les très grands crus de Bordeaux et autre chose, quand on m'avait demandé quel était mon meilleur souvenir culinaire, j'avais parlé de la fraise du jardin de mon père, en disant qu'il n'y a pas plus pauvre, je dirais, mais c'est luxueux parce que c'est toute l'âme qu'on y met. Voilà, oui. Bonjour, comment expliquez-vous le rapprochement de BHL avec le professeur Raoult et lui-même qui valide ce rapprochement? Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait rapprochement, hein, mais néanmoins il l'a cité, parce que BHL a écrit un livre, il a écrit un bloc-notes, je crois aussi, Botul, et là ça démontre, encore une fois, je l'ai dit hier, concernant le professeur Didier Raoult avec Bourdin, qu'on peut être un génie total, un gros bosseur sur un domaine. Ça, j'en connais des gens comme ça à la fac, il y en a beaucoup, hein. C'est des monstres de leur domaine, mais c'est presque des autistes, vous voyez, voilà, ils sont dans leur truc, dans leur monde. C'est très bien, c'est très très bien, parce que ça nous donne des êtres d'exception qui font des grandes découvertes, sauf que ils savent rien en dehors de leur domaine de compétences. Donc quand on a, enfin, si je sais pas,
Botul, c'est la risée française de la philosophie. C'est l'homme qui s'est fait le plus entarter au monde. Il est détesté par tout le monde. Il passe 24 heures sur 24 à la télé. Le type, il vend pas plus de 2000 exemplaires ou même pas de ses livres. C'est un fiasco total, ce mec. Il s'est planté sur tout. Il a pris pour argent comptant un pastiche d'un dessinateur du Canard enchaîné et il l'a mis dans son livre de la guerre en philosophie, Jean-Baptiste Botul. C'est une honte. Et Raoult le cite, normal. En fait, pourquoi? Parce qu'il ne le connaît pas. Il ne sait pas tout ça, Raoult. Il est dans son monde, Raoult. Il est dans son monde. Parce que je lui trouve pas des excuses, hein. C'est catastrophique. Hein. Je ne lui trouve pas des excuses. Moi, je trouve encore plus catastrophique son rapprochement avec Michel Onfray. Pour moi, Michel Onfray, c'est un clown. C'est un clown. Même s'il dit de très très bonnes choses sur le souverainisme, sur Maastricht, j'en ai parlé souvent sur son livre sur. J'ai lu plusieurs livres de Michel Onfray. Hein. Sauf que Onfray, il a toujours 20 ans de retard. C'est 20 ans de retard, au minimum, hein, parfois un siècle. Sur Freud, il a un siècle de retard par rapport à René Guénon, Julius Evola. Voilà, ils ont parlé de Freud à l'époque de Freud, pas 90 ans plus tard. Sur le Maastricht, sur je sais pas, sur plein de choses, sur la pédocriminalité, il découvre des sujets. En plus, on l'a vu, il n'était pas très courageux, notamment quand il avait défendu l'UPR, etc. Bon, voilà. Mais ça, c'est le défaut de ce genre de personnalité qu'il faut comprendre. Pour abattre le travail qu'il a abattu, il faut comprendre que ces gens travaillent 16 heures par jour. Ok? Ils n'ont le temps de rien faire d'autre. Voilà. Qu'es-tu devenu, France? Ton âme est corrompue. Tu donnes l'asile et nos grands écrans à des pédocriminels ayant fui la justice quand tu le refuses. À des géants qui alertent sur les traîtres et leurs complices. Tu préfères t'obstiner à défendre des idées, répétant que l'union fait la force, que dans la simple réalité que tu es divisé jusqu'à la Corse. La France colonie américanisée ne voit plus que l'écho et la compétition. Même quand un pont vient à s'effondrer, elle se persuade que non, la faute est au camion. Marches-tu sur la tête ou es-tu hypnotisé? C'est la fin de la fête, tu te dois de riposter. Marches-tu sur la tête ou es-tu hypnotisé? C'est la fin de la fête, tu te dois de riposter. France, qu'es-tu devenu? France, ton âme est corrompue. Des milliardaires déguisés en médias te vendent Bonaparte sur un air de Black Sabbath. Et même si tu pleures au jaune, ton sang lui reste rouge. Tes lumières sont éteintes, ta culture s'évanouit, ta vie n'est plus un art. Même si sur tes ronds-points on survit, mais tu sais aussi que dans un coin du maquis, un noyau de résistance ne compte pas te laisser prendre. De la gola de Gaulle, ta dignité n'est pas à vendre. Marches-tu sur la tête ou es-tu hypnotisé? C'est la fin de la fête, tu te dois de riposter. Marches-tu sur la tête ou es-tu hypnotisé? C'est la fin de la fête, tu te dois de riposter. Marches-tu sur la tête ou es-tu hypnotisé? C'est la fin de la fête, tu te dois de riposter. Marches-tu sur la tête ou es-tu hypnotisé? C'est la fin de la fête, tu te dois de riposter.